Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce nouveau direct, pour cette nouvelle rencontre. Bien évidemment, vous savez comment ça fonctionne, on attend que le coron soit atteint. Je crois que on va attendre quelques minutes encore pour que les uns et les autres prennent le train en marche. Parce qu'il y va de l'avenir de ce pays, de notre avenir commun. Et j'attends que vous soyez connectés pour qu'on puisse donc commencer cette réflexion de fond sur ce que j'ai annoncé. C'est-à-dire dans la tête de Biya. Et je vous remercie d'être déjà de plus en plus nombreux à prendre le train en marche. Encore quelques secondes, on va commencer. Avant de commencer, je vais d'abord vous rappeler deux événements ou trois qui se sont passés ces dernières 24 heures, ces dernières 48 heures, ces 72 heures, qui ont motivé cette réflexion sur l'avenir de ce pays. Et comme j'aime toujours à le dire, ceux qui croient qu'ils sont très puissants pour imposer le silence aux penseurs doivent savoir que les répercussions de cet embastillement sont effroyables. Alors, qu'ils retiennent cela, qu'ils se le tiennent pour dit, lorsqu'on prétend être tout puissant en s'attaquant au totem de la République, que sont les penseurs, les universitaires, les enseignants, alors les répercussions sont effroyables. Donc, je voudrais, voilà, le courant est atteint, merci beaucoup. Je voudrais déjà avoir une pensée pour tous ceux qui sont morts, ceux qui ont péri, les nombreuses victimes de l'éboulement qui a eu lieu hier soir. C'est très triste. J'ai entendu des gens que je pense avoir pas suffisamment d'épaisseur intellectuelle pour analyser ce genre d'événements, mettre les responsabilités sur les victimes. Et je me dis que c'est une abomination, c'est quelque chose de très grave, parce qu'il est important que nous retenions que lorsque l'État est organisé, lorsque l'État a sur lui, prend sur lui de gouverner, lorsque le gouvernement de la République prend sur lui de trouver des solutions à des problèmes qui se posent, alors on n'a pas à imputer des responsabilités aux civils, aux citoyens. C'est un manque de jugement, un manque de discernement d'accuser les riverains, les victimes de cet éboulement. Nous voyons partout la démission de l'État. L'État a démissionné, comme son président. Ils ont démissionné devant leurs responsabilités.
Nous allons pas déjà entrer dans le vif du sujet, mais je voulais d'abord avoir cette pensée, ce moment de recueillement par rapport à ces enfants qui sont morts, ces femmes qui sont mortes, ces messieurs qui ont perdu la vie à cause de la démission de l'État. Je voudrais vous prier donc d'observer une seconde de silence en leur mémoire. Je vous remercie. On va aller dans le vif du sujet. Vous savez, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. Et vous voyez bien que depuis que je parle de cette affaire de l'avenir de ce pays, du combat pour une alternance maîtrisée, une transition maîtrisée, il est important que vous compreniez que même à travers mon accoutrement, vous devez interpréter ce qui se passe, la gravité de la situation et l'extrême complexité de la situation dans laquelle les autorités de ce pays se retrouvent. Donc, je voulais rappeler une deuxième chose, après avoir rappelé cet incident. Je vais rappeler deux choses qui nous concernent directement, mais dont certaines personnes ne voient pas le lien. Il y a de cela quelques jours, 2 jours, samedi, des insurgés islamistes palestiniens ont réussi le coup de force de faire des incursions, des attaques massives contre Israël. Vous allez me demander quel est le rapport avec nous. Vous allez comprendre à la suite de ce que je suis en train de dire. La plus grande armée du Moyen-Orient a été défaite provisoirement à cause de cette surpuissance décrétée. Tel Aviv, Ashkelon, Sderot, de Klein, avec toutes les villes, toutes les grandes villes, même Tel Aviv, ces villes ont été donc bombardées par une horde de personnes déterminées. Parce qu'en fait, ils n'ont plus d'espoir. J'évoque ça parce que, vous savez, la chance, le génie de Biya, du président de la République, c'est d'avoir réussi à contourner, et c'est très important ce que je suis en train de dire, à contourner les services occidentaux en s'agrégeant derrière la sécurité israélienne. Et c'est important que vous compreniez ça. Ces événements nous apportent 2 leçons. Première leçon, aucune armée n'est invincible. Aucun pouvoir n'est invincible. Par ricochet, si Israël peut subir ces assauts de quelques individus préparés, bien sponsorisés, dans leur mental déterminé à faire valoir leurs droits, à faire valoir le droit à l'existence de l'État palestinien, alors vous pouvez savoir, eux qui assurent la sécurité de notre président, eux qui contribuent à assurer la sécurité même du pays par rapport à certains services de renseignement extérieurs européens. Alors, il faut comprendre que cette même démarche-là doit être privilégiée. C'est-à-dire que l'humilité, à un certain niveau, s'impose. Et la lucidité et l'exigence de préserver la vie et la liberté des gens. Lorsqu'on croit être tout puissant, lorsqu'on croit être en sécurité parce qu'on est protégé par Israël, il arrive des moments où on est devant la réalité du pays. La deuxième chose, la deuxième épreuve que je vous propose, avant de parler donc du vif du sujet, là nous sommes dans l'introduction de ce qui se passe, c'est la situation de la remise des médailles par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Gongo, aux responsables des task force. Il y a eu beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts. Mais, souvenez-vous, dans une de mes sorties à Canal 2, j'avais dit à ceux qui disaient que Gongo avait été auditionné à la présidence, ainsi de suite,
Je leur avais dit, j'avais dit dans à Canal 2, que Ngongo exécute les hautes instructions. J'en suis persuadé et je crois que vous allez le comprendre à la suite de mon propos. Alors, dans la tête de Biya, c'est que le type qui a étudié trame contre nous. Dans quelques jours, je vais parler des scénarios de l'après-Biya. C'est-à-dire que je suis analyste, c'est-à-dire que je fais ce que mon grand maître, Massentoa, m'a appris, c'est rentrer dans la lisibilité de notre histoire, comprendre la conjoncture. La philosophie n'est plus ce rayonnement de l'esprit qui farfouille dans la pensée, dans des pensées éteintes, dans les cimetières philosophiques. La pensée philosophique s'incarne dans une démarche prospective, dans une démarche de décryptage vivant, vital. Alors, qu'est-ce qui est dans la tête de Biya? Qu'est-ce qu'il pense et à quoi il pense? C'est mon devoir de philosophe d'éclairer mes concitoyens sur cette question fondamentale. Pense-t-il quitter le pouvoir? Il a 90 ans. Il est déjà fatigué. On voit qu'il est épuisé. Alors, je vous propose 4 pistes de réponse à cette question fondamentale qui nous concerne tous, sans exception. Première piste de réponse. Je pense, à mon humble avis, qu'à 90 ans, Paul Biya pense à sa mort. Tout vieillard pense à sa mort à cet âge-là. Aux obsèques, à son héritage. Et il se rend compte aussi que malgré tous les honneurs, malgré tout le prestige, malgré toutes les richesses, il n'a été et ne demeure qu'un petit homme. Une petite poussière qui retournera poussière bientôt. Il retrouve son essence originelle. Ce n'était qu'une boue, la boue. Alors, dans ces conditions, on se pose des questions. Ça, c'est la première piste de réponse. Il ne pense qu'à sa mort, à sa disparition, à ce qu'il laisse comme héritage. Et il mijote des choses dans sa tête. Ça, c'est clair et certain. Première piste de réponse, c'est ça. Deuxième piste de réponse. On a le droit de s'interroger. Dans quel état d'esprit se trouve le président de la République actuellement? Parce que mes analyses doivent nous permettre, et même, c'est pourquoi je dis, les gens qui sont étudiés là-bas, ils doivent m'écouter, comme ils le font souvent, je sais qu'ils m'écoutent. Je ne vais pas donner de précision. Et tous ceux qui sont autour du président doivent m'écouter religieusement. Parce que la série de réflexions que je suis en train de mener, elle va se poursuivre. Lundi prochain, je vais parler des scénarios de l'après-Biya. Et c'est vraiment très important que vous compreniez ce qui se passe dans la tête du président. Alors, deuxième piste de réponse. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Et je suis motivé en cela par mon expertise en tant que philosophe de l'histoire. Parce que en tant que spécialiste des questions politiques, je me suis spécialisé dans la philosophie de l'histoire. Comprendre l'intelligibilité de l'histoire, comprendre les acteurs en fonction des événements, en fonction de ce qui les motive, en fonction des motifs qui les déterminent. C'est ça en quelque sorte la philosophie de l'histoire. Et c'est là avec les Raymond Aron, les Weber, et ainsi de suite. Donc, je ne me contente pas de réciter cela. J'applique donc ça à l'acteur, aux acteurs en place. La deuxième piste de réponse, c'est que dans l'état d'esprit de Biya, c'est quoi? C'est les regrets. Le type doit être certainement anxieux. Il se rend compte qu'il a foutu le pays dans la merde. Il doit s'en rendre compte quand même. Alors, il fait comme une sorte de confession de foi intérieure. Mais comme vous savez, le président, je ne le connais pas, mais à l'analyse philosophique que j'en fais, c'est un monsieur orgueilleux quand même, comme tout bon prince, comme tout bon nomgui,
C'est un type orgueilleux. Il ne veut pas montrer quand même qu'il a des soucis à se faire. Il vit plus de l'intérieur que de l'extérieur. Il revoit sa vie au rétroviseur, comme on aurait dit. Il voit les carrières, les rêves présidentiels qu'il a brisés. Les ministres qu'il a foutus en prison parce qu'il a soupçonné des velléités, des bribes de soupçons de succession. Il revoit tout cela et il se pose des questions. Pourquoi j'ai fait tout cela? Il voit aussi, d'un autre côté, la deuxième face du rétroviseur. Il voit les carrières ministérielles qu'il a bâties, les carrières de direction qu'il a constituées. Il voit le pouvoir qu'il a donné aux autres et le plaisir qu'il leur a donné. Il se moque d'eux quand même intérieurement. Voilà ces petits gens que j'ai fabriqués. Voilà l'état d'esprit du président actuellement là. Quand vous travaillez avec lui et cela en tête, pour que vous compreniez qu'à la fin, il comprend la vanité des destins. Mais il me semble aussi que le président soit quelqu'un qui soit perturbé. Perturbé parce qu'il se rend compte aussi des échecs. Des échecs, et il éprouve, je dois savoir, d'après mes analyses, qu'il éprouve de la rancœur pour certaines personnes qui l'ont complètement floué et qui l'ont poussé à être l'animal politique qu'il est devenu. Peut-être parfois contre son gré. Il est devenu une bête politique au sens cru du terme. Et je crois qu'il s'en prend à tout le monde autour de lui. J'imagine même jusqu'à sa femme. Alors ça, vous comprenez, jusqu'où j'essaie un peu de rentrer dans la psychanalyse du bonhomme. Parce qu'il faut le comprendre pour servir de leçon aux autres. Deuxième piste de lecture. C'était ça. La troisième piste de lecture maintenant. Paul Biya penserait quand même à sa succession. Au gré à gré. Je vous ai dit que je parlerai de ça dans les scénarios de la paix Biya. Dans mon prochain direct de lundi. C'est vrai qu'il est allergique à l'idée même de succession. C'est pourquoi il a liquidé tous les gens qui prétendaient là, lui succéder, les Marafa, les Mabara, tous ces petits, les Mbongo, tous les gens qui étaient déjà, qui avaient la prétention d'être des dauphins. Il ne veut pas de dauphins. D'ailleurs, il avait dit dans une émission, l'idée même de dauphin, avait-il argumenté, en république, en démocratie, ne fait pas sens, avait-il dit, soutenu. C'est comme on serait en monarchie, il ne voit pas. En fait, il ne voulait pas entendre parler de son successeur, de son vivant. C'est pourquoi, dans un rêve, Omba Damas m'avait confié, dans un rêve, je précise, que Biya ne pense pas à sa succession de son vivant. Il faut que quand vous travaillez avec lui, vous ayez cette vision. À moins que les circonstances, comme ça se fait actuellement là, ne l'y obligent. Parce qu'il n'a pas voulu, vous n'avez jamais vu un pouvoir comme celui-ci. Il n'y a pas le numéro 2, il n'y a pas le numéro 1, il n'y a pas le numéro 3, qui pourrait créer dans sa tête un incident, un coup ou quelque chose, pour le remplacer très rapidement. Donc il a supprimé cela comme possibilité. Donc il a conçu un vide autour de lui. Ce vide-là, c'est le vide de sécurité. Qu'on ne puisse pas lui trouver un remplaçant. C'est pourquoi vous allez voir tous les gens qui prétendent être des potentiels dauphins là, ils font semblant, ils parlent sur la table. Ils ne peuvent pas s'imposer. Ils vont faire des petites flagorneries parce qu'ils sont d'abord vides. On les a vidés de toute ambition. Ils sont dans les petites mesquineries, des petits commérages avec les philosophes comme moi là. Personne ne veut s'affirmer comme potentiel successeur assumé. Et vous voyez, Hussein m'avait marqué. J'étais avec un directeur général. Je crois que c'est Charles Ndongo. Je lui avais dit, vous savez, monsieur le président, directeur général, je voudrais que vous puissiez me faire passer à la télé. Parce qu'il paye les impôts. Donc vous ne pouvez pas m'interdire la télé du peuple.
C'est mon télé, je paye ma redevance. Pourquoi vous dites qu'il ne peut pas passer à la télévision? Non, vraiment, je peux avoir des problèmes avec des gens comme le ministre Famine Dongo, machin. Je dis non, au contraire, le président aimerait que je parle à la télé. Il aimerait que je dise, si vous voulez, si vous avez peur, vous pouvez m'enregistrer avant. Je parle, j'expose mes théories, je parle de ma philosophie, vous contrôlez ce que je dis. Mais il ne peut même pas se hasarder à le faire. Parce qu'il ne faut pas qu'on soupçonne que c'est lui qui a créé. Donc ils sont tous comme ça autour de Biya. Les gens sont incapables de prendre la moindre initiative parce qu'ils sont vidés complètement. En fait, ils se vident. C'est même pas Biya qui te force à dire. Ils se cachent avant que le président même ne soit même informé de quelque chose. Parce que ils ont peut-être compris le système Biya. C'est-à-dire qu'une autocratie qui a supprimé l'idée. C'est-à-dire que c'est un régime hybride bizarre qu'il a construit. Un régime sui generis qui s'est produit lui-même. Il incarne un système bizarre où en 40 ans, personne ne peut imaginer être successeur de Biya. Il faut qu'on en parle. Il faut que vous compreniez jusqu'où c'est très grave. Et c'est entretenu à dessein. Parce que là maintenant, le président de la République est dans le piège de l'immortalité. Dans son propre piège du pouvoir perpétuel. Comment s'en sortir? Parce qu'il y a une pénurie grave de personnel politique susceptible de combler le vide et d'assumer le pouvoir après lui. Donc nous sommes en crise d'hommes politiques, d'hommes d'État. Et là, je dois vous confier quelque chose, ce qui se passe au palais, dans la tête de Biya. C'est qu'il a créé des allégeances verticales. Lui, c'est lui. C'est Biya qui donne les instructions à ses collaborateurs, à ses subalternes. Tout le reste sont au même niveau, au même palier. Ngongo, Motaze, Gouté, Kabaye, Nyat, tous ces gens-là, Yébé, tous les comédiens-là, ils sont au même niveau. Je dis dans la tête de Biya, ils sont au même niveau. Personne ne peut prétendre qu'il est au-dessus de l'autre. Parce que John Gouté va dire, oh, toi là c'est qui? Motaze va parler à... Non, calme-toi. Je ne connais qu'un seul chef, c'est moi. Parce que Biya a créé cela. Donc, vous voyez, ils ne peuvent avoir que des allégeances horizontales. Chacun jongle avec celui-ci parce qu'il doit avoir des faveurs de celui-ci. Ils se détestent rigoureusement, mais ils doivent se retenir parce que si ça dégénère, on est perdant. Donc, personne n'est au-dessus de l'autre. Et du même coup, il n'y a que des petites guerres. En attendant, non, cette guerre froide-là survit. Et c'est pourquoi tout le pays est stagnant. Quand le président parle d'inertie, nous sommes en pleine inertie. Et c'est pourquoi le système gouvernant, l'administration ne peut pas fonctionner. Parce que les gens se neutralisent en attendant de livrer la bataille finale. Et Biya sait qu'il y aura une bataille finale. Mais il est dans le piège, il ne peut plus s'en sortir. Les gens réfrènent leur animosité. Chacun se sent un peu, chacun voit un peu sa position. Une sorte d'homéostasie de la gouvernance de la pègre. Comme la mafia, vous voyez un peu. Et les gens se méfient, les gens se pillent, les gens se calculent. Voilà le saint Biya. Voilà ce que quelqu'un avait appelé le code Biya. C'est inédit dans l'histoire, on n'a jamais vu ça. Il n'y a pas le numéro 1, il n'y a pas le numéro 2. Après Biya, c'est le ravin. Donc c'est le vrac, les petits gens là, tout ça c'est le vrac. On tâtonne. Est-ce que ce serait celui-ci? Et ça peut être moi. Donc il faut qu'il fasse gaffe. Donc je ne veux pas me mêler de l'affaire. C'est ce qui se passe à l'université actuellement. Ce qui se passe à l'université, sorry, c'est que, effectivement, famille, il sait qu'il ne peut pas aller plus au-delà. Il ne peut pas s'attaquer à Soso parce que Soso doit avoir aussi ses positionnements. Il n'est pas le ministre Soso. Non, Soso aussi est un peu ministre. Donc, il ne sait pas, peut-être Soso compte sur Ngongo, comme il avait dit qu'il compte sur Ngongo et compte sur le comme GP. Donc, il calcule. Donc, il se dit, mais si j'attaque Soso, si je rapporte ses décisions, Soso.
il va penser comment, comme GP va penser comme ça. Donc il est rentré dans une nébuleuse, alors peut-être le Ngongo ne connaît rien dans cette affaire, peut-être le comme GP il n'est même pas dedans. Donc, mais comme on a créé une gouvernance de la suspicion, les gars se neutralisent comme ça. Voilà la situation dans laquelle nous sommes. Et parfois, c'est la personne qu'on suspecte le moins qui en écope. Comme dans le cas d'espèce. Rien ne garantit que le président qui est informé de beaucoup de choses va laisser que Famino ne prenne pas ses responsabilités. Il peut décider que je me libère donc de Famino qui n'est pas capable d'assumer son rôle. Donc, cela est quelque chose de très très délicat à leur niveau. Et c'est important que vous compreniez cela pour comprendre comment le pays est frigorifié. Ce pays ne bouge pas, il est inerte. Ce pays est arrêté. Rien ne marche. Tout ce que vous voyez là. Et ce qui est pire, c'est que les gens sont là, ils déambulent. Celui qui prend la moto, il part. Oui, les gens sont là, ils sont en train de discuter les choses. Ils sont au nord. Il faut qu'on cherche les pâturages. Donc, il n'y a pas encore la conscience du peuple. Quand les gens parlent là, le peuple a dit que j'ai ri. Parce qu'ils ne savent même pas jusqu'où c'est très dangereux ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, voilà la deuxième piste de réponse. La troisième piste de réponse. La quatrième piste de réponse, c'est par là que je vais sortir, effectivement, parce que c'est là où ça nous permet d'aller au cœur de la chose. Qu'est-ce qui est dans la tête de Paul Biya? Rien. Il s'en fout maintenant. En fait, il a démissionné. Dites qu'un Ngongo contrôle le pays, dirige, il s'en fout en fait. Il n'est plus là, il n'est plus préoccupé par vos histoires, par tout ça, le gouvernement, il faut qu'il fasse le gouvernement. Non, 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 non. Il est déjà loin. Il n'est plus dans la prospective. Il n'est plus dans les réflexions sur le futur du Cameroun. Non, non, non. Biya n'est plus là-bas. D'abord, c'est normal. Parce qu'à cet âge-là, à un certain niveau, on n'aspire qu'à la paix. Donc, quand on va vous dire, oh, bon, vraiment, c'est Ngongo qui dirige, il s'en fout. Ce n'est pas son problème. À la limite, ça ne l'intéresse plus. Oui, bon. Il peut signer, mais il va assumer. Donc Biya se dit, oui, vous dites que c'est Ngongo, oui, ça va. C'est lui qui dirige, il n'y a pas de problème. Il trafique mes autres instructions, ce n'est pas grave. Et il dit dans son cœur, fais tout ce que tu fais là, Ngongo. Mais tu vas répondre. Quand il a dit dans le discours que les gens vont répondre, même après lui, les gens vont répondre. Et il parle pas seulement de Ngongo, il parle de tout le monde, de tous ces gens-là. Et c'est ici qu'il faut insister. Je vous ai dit au départ que les instructions de Ngongo n'agit pas de son plein gré. Ça, c'est ma conviction, c'est mon sentiment. Parce qu'à ce niveau de responsabilité, on n'agit pas de son plein gré. Mais il faut donc vous rappeler ce qui est arrivé à Tangamabara. Ceux qui ont suivi l'actualité, nous qui sommes les penseurs de l'actualité, monsieur, je suis en train de parler. Est-ce qu'il peut avoir la paix là-bas? On parle des choses de la République. Madame, monsieur, vous avez les oreilles? Je parle du pays. Et ça, quand je parle du pays, je ne blague pas. C'est la jeunesse qui est en perdition. J'ai sacrifié tout et je veux sacrifier tout pour que vive un pays normal. Régi par les valeurs, par les normes, par les principes républicains. Alors, vous vous souvenez de ce qui est arrivé à Tangamabara? Le juge d'instruction lui dit, mais tu as dit que tu agis sur haute instruction. C'est où les hautes instructions? Tu racontes quoi là? Tangamabara, le gars dit, mais j'ai agi par haute instruction. Et Tangamabara sourit, dit, bon, attends, je suis en train de faire dans la philosophie de l'histoire. Hein. Et il regarde le juge et dit que tu es encore jeune, tu ne peux pas comprendre. Je souhaite même que tu deviennes ministre, ou que tu prennes même ma place. C'est là où tu vas dire, quand le président va te dire de donner les hautes instructions, tu vas lui dire, viens écrire ici. Et Tangamabara sourit. Parce que les hautes instructions, ça n'écrit nulle part. Ou
tu vas justifier que j'ai agi par haute instruction. C'est pourquoi le génie, si je peux appeler ça le génie de Ngongo, c'est de mettre ça, c'est de mettre ça dans une sorte de scénario. Ce qu'il a fait l'autre jour, c'est une sorte de scénario de film hollywoodien. Il dit, bon, ce n'est pas encore fini, non. Les tax force, il y a encore les trucs là qu'on doit construire encore à Olembe et tout ça. Non, non, non. Il faut que je démontre que ce n'est pas moi qui ai décidé, que c'est le président qui m'a donné les hautes instructions. À preuve, il vient me donner les hautes instructions aussi de décorer ces gens. Il n'est pas fou. Hein. Ngongo n'est pas fou. Et ça rééquilibre les forces. Vous qui dites là-bas, c'est pourquoi il a parlé. Il faut comprendre. Nous, il fait dans l'analyse politique, l'analyse philosophique de l'actualité. Vous qui parlez là que, oh, machin, parce que vous savez que nous sommes en rivalité. Même la justice dit que moi, je n'ai rien fait. Et en fait, je suis très peu sûr, certain, qu'on puisse trouver des preuves qui incriminent Ngongo. Je suis très peu sûr. Parce qu'il n'est pas fou. Il a de l'ambition. Il est arrivé au bon moment à la présidence de la République. Au bon moment parce que il a vu tous les autres. Et il a pris le minimum de précautions. Et vu le lien de la proximité sociologique avec quelques acteurs dominants, on peut bien se frayer un chemin. Il faut donc que, à son niveau, si Franck est candidat et que lui aussi, il puisse avoir des chances, on ne sait jamais. Hein? Ce qui se passe là, vous ne savez pas ce qui se passe. Ce qui se passe là, c'est une rivalité terrible. Hein? Au cas où, bon, les gens ne s'entendent pas sur la candidature de Franck, il faut qu'on essaie de voir s'il peut avoir mes chances. Et pour ce faire, il faut qu'il soit clean. Mais le grand Manitou, Paul Biya, observe ça avec un œil. Il dit, allez-y, je vous vois avancer. Et il dit au petit Franck, vas-y, va me représenter à tel endroit, à tel endroit. Parce que quand même, Biya pense qu'il ne peut pas continuer à sacrifier tout le monde. Retenez ça. Il ne peut pas continuer à sacrifier tout le monde. Parce qu'il a déjà accumulé beaucoup d'ennemis parmi ses fidèles, entre guillemets. Alors, il va bien vous dire, moi, je n'ai pas de preuves pour dire que c'est Ngongo qui a volé. Je lui ai donné des instructions, certes. Mais tout ce que vous dites là, ça, je n'ai pas de preuves. Et Ngongo le met en scène. Il scénarise cela. Alors, on va interpréter ça comme le mépris. On va interpréter ça comme une désinvolture. On va interpréter ça comme on veut. Ce qui préoccupe Ngongo, c'est de montrer que je n'ai rien à y voir. Que ce soit vrai ou faux, ce qui m'intéresse, moi, c'est de démontrer qu'il y a une redistribution des cartes, même dans la tête du prince actuellement. Même dans la tête du prince, parce que Biya comprend qu'on ne peut pas être ingrat jusqu'à un certain niveau. Parce que ce gars se sacrifie quand même pour lui. Il travaille pour lui, parce que lui, il a démissionné. Il a démissionné. Il est fatigué de toutes ces intrigues-là. Les rapports, l'autre service dit que, l'autre service dit que, l'autre service dit que, il est fatigué de ça. Il est préoccupé par une chose. Il a hérité d'un pays en paix. Il veut léguer ça à quelqu'un ou aux autres. Il veut léguer un pays en paix. Mais là, il y a la guerre. Comment il fait? Donc, il est perturbé. Il se dit, Biya, qu'il a fait ce qu'il a à faire. Il a fait au niveau économique ce qu'il a pu faire. Avec tous les aléas, il a pu expliquer cela. Donc, les questions des prouesses économiques et tout ce qu'on veut, ça ne le préoccupe plus. Le remaniement, il n'est plus là. Pourquoi il n'est plus là dans le remaniement? Parce que pourquoi tu vas remanier? Qu'est-ce qui va te permettre? Qu'est-ce qui va changer dans le remaniement? Sinon, tu t'es créé des problèmes. Pourquoi vous dites que... Pourquoi vous voulez que Biya remanie son gouvernement maintenant? Qu'est-ce qui justifierait cela?
Parce que ce qui sort du gouvernement, ce qui sortirait du gouvernement, c'est des animosités encore graves qu'il va créer. C'est des situations terribles qu'il va créer. C'est des rancœurs terribles. C'est des ennemis qui vont encore produire l'appel. Qui vont aller se joindre avec l'opposition. Qui vont rejoindre les déstabilisateurs. Qui vont tout faire pour créer quelque chose de grand, d'énorme. Pour déstabiliser le régime. Et ceux qui vont entrer. Vous voyez le jeune Manaouda. Qui venait d'entrer là. Il a déjà plein de casseroles. Parce que quand tu vas entrer là, tu vois, quand il venait d'entrer là, juste avant la Covid,